Bonjour à Madame la Ministre, bonjour à toutes et à tous. Il me revient d'introduire avec Alain Rousset les débats de cet après-midi. Je ne sais pas si la campagne présidentielle mettra le logement au cœur de ces enjeux, comme le voudrait le titre de ces rencontres, mais comme élu local, je sais qu'il est au cœur des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Tous les maires, je dis bien tous les maires, sont, lorsqu'ils reçoivent, et c'est tous les jours, des concitoyens dans leur bureau, confrontés à cette question, le logement. D'ailleurs, aujourd'hui, venant avant la question de l'emploi. Si la politique est bien ce que l'on dit, c'est-à-dire le traitement des affaires de la cité, c'est l'étymologie du mot qui le veut, alors sans doute les candidats à l'élection présidentielle auront à se positionner sur ce sujet. Alors, dans un temps de parole qui se veut court, je serai rapide, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, pour donner mon analyse de la situation de trois faits incontournables sur notre territoire qui traduisent les difficultés d'accès au logement, en sachant que les questions que nous nous posons ici, ce sont des questions qui se posent évidemment ailleurs. Premier constat, du reste c'est un lieu commun que de le dire, les prix immobiliers s'envolent. Sans doute, pour les plus anciens d'entre nous, on peut penser que les efforts des gouvernements depuis une cinquantaine d'années pour construire une France de propriétaires ne sont pas étrangers à ces logiques de spéculation immobilière. Personne ne cherche la spéculation immobilière, mais tout le monde s'accommode du fait qu'au moment de céder son bien, effectivement, il puisse profiter de cet effet d'aubaine. Aujourd'hui, malgré une production soutenue de la construction de logements, l'inflation de l'immobilier est constante. Pour prendre des chiffres concernant le Pays basque, entre 2015 et 2019, le prix médian au mètre carré des appartements est passé de 2 955 euros à 3 650 euros. Donc, encore une fois, en 4 ans, une augmentation considérable. Nous avons à l'agence d'urbanisme que j'ai l'honneur de présider, qui est l'agence départementale, mis en place un observatoire local des loyers en 2014, ce qui nous permet d'avoir désormais un certain recul de 7 ans sur ce qu'est l'évolution des loyers dans notre département. Nous sommes d'ailleurs depuis peu agréés par l'État au titre de l'observatoire local des loyers. Et nous savons donc aujourd'hui que le littoral et le rétro-littoral sont sous pression avec respectivement une augmentation de 9% entre 2014 et 2020, le rétro-littoral de 6%, et même le Pays basque intérieur, je dis bien le Pays basque intérieur, 7% entre 2019 et 2020. Ces chiffres sont effrayants. Malgré tout, un écart important entre le niveau moyen de loyer dans le parc privé et dans le parc public est également très facile à observer. Nos bailleurs sociaux savent, et ils sont présents cet après-midi, les prix auxquels sont proposés les logements, et ils savent aussi, comme nous, que la différence qu'il y a entre le prix d'un logement dans le parc social et le prix d'un logement dans le privé, la différence est considérable. Vous n'imaginez peut-être pas que la différence est aujourd'hui de l'ordre de 120%. 120%. Alors, ceci nous a amené, Madame la Ministre, à être candidat à l'encadrement des loyers. On sait que la loi Elan, en 2018,
est venu proposer effectivement à titre expérimental pour un certain nombre de communes, et en particulier dans les territoires tendus, dont nous sommes pour une bonne partie du Pays basque, en tout cas du littoral et du rétro-littoral, nous avons donc proposé à nous inscrire dans le cadre de cette expérimentation de l'encadrement des loyers. Cela n'a pas été possible car les réponses qui nous ont été faites sont des réponses certes administratives, qui traduisent d'ailleurs un peu le mal français, c'est-à-dire il y a une règle générale, voilà, et la règle est donc pertinente dans tous les territoires, quels qu'ils soient, sans tenir compte de la différence qui peut exister dans ces différents territoires. Je ne fais pas ici le procès de quelconque gouvernement possible, je parle du mal français dont M. Peyrefit parlait il y a déjà quelques dizaines d'années. Nous y sommes encore. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, cet encadrement des loyers qu'on appelle de nos voeux au Pays basque, qui permettrait effectivement d'éviter peut-être qu'un certain nombre d'investisseurs viennent acheter des biens uniquement dans l'idée de pouvoir ensuite les proposer à la location à des prix élevés, eh bien, nous ne pouvons pas accéder à cela parce que, d'une part, nous dit-on, et c'est vrai, la production locale de logements est trop importante au Pays basque. Sauf qu'on produit beaucoup de logements, et on parlera tout à l'heure du quantitatif et du qualitatif. Le problème, c'est qu'on propose du logement pour qui ? Et lorsqu'on sort aujourd'hui des logements à 4 000, 4 500, 5 000, 6 000 euros le mètre carré, on sait bien qu'on ne s'adresse pas à tout le monde, loin s'en faut. Alors, donc c'est la première difficulté que nous avons avec le dispositif juridique actuel, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'en appelle à vous, Madame la Ministre, pour voir ce qui peut être fait, sachant qu'on a également une autre critique qui nous est faite au regard des critères qui ont été posés par la loi Elan, c'est qu'on nous dit que nos ambitions en matière de PLH sont trop élevées. Autrement dit, on vient nous expliquer, vous n'avez pas des perspectives limitées de production annuelle de logements inscrites dans le PLH. Autrement dit, il faudrait avoir un PLH qui ne soit pas ambitieux, ce n'est pas notre cas, pour effectivement considérer qu'on puisse bénéficier de l'encadrement des loyers. On marche sur la tête. C'est le système juridique applicable aujourd'hui. Alors, bien sûr, je prenais cet exemple pour dire qu'il y a des domaines dans lesquels les choses peuvent avancer avec une réforme législative, mais sans doute il n'y aura pas que cela. Je voudrais ensuite parler d'un second constat que tout le monde connaît ici, en tout cas pour ceux qui habitent le territoire, c'est que nous avons une demande d'HLM, c'est-à-dire un logement locatif social, qui augmente malgré justement des efforts considérables de production que nous arrivons à constater. En 5 ans, pour donner un exemple, la demande de logement locatif en Pays basque a augmenté de 22%. On peut considérer que c'est important. Preuve de cette tension, 21 mois pour satisfaire une demande de logement social, là où, sur le plan national, la moyenne est de 14 mois. Un temps d'attente qui, bien évidemment, est extrêmement important. Pourtant, et c'est un peu le paradoxe, le parc locatif social lui-même est en augmentation, puisqu'on a produit 24% en 5 ans de nouveaux logements sociaux, ce qui montre bien qu'on n'est pas impuissant et que les bailleurs sociaux qui sont dans cette salle ou sur ce chapiteau le savent bien, mais pour autant, on aura bien compris que le sujet dépasse largement et la capacité d'action des bailleurs sociaux et également des quelques élus locaux que nous sommes. Troisième constat. Nous subissons, mais nous en sommes quelquefois heureux, une pression touristique qui perturbe les marchés immobiliers. Si la communauté de l'agglomération est aujourd'hui à 21% de résidences secondaires, la plupart des communes du littoral ont 40% de résidences secondaires, voire 45%, jusqu'à 59%. La totalité des résidences secondaires représente 43 000 unités. 43 000 unités, ce qui veut donc dire l'équivalent d'une ville comme Anglet. Ça parle. Vous imaginez, évidemment, nous imaginons évidemment les conséquences que tout ceci peut avoir sur les conditions d'accès au logement. Autant de logements qui ne sont pas accessibles à la population qui tente de se loger ici. Autre élément, c'est le phénomène des locations courte durée.
c'est-à-dire les meublés de tourisme, qui ont, chez nous, connu une augmentation considérable. Là aussi, j'ai un certain nombre de chiffres, je ne vais pas vous abreuver de ces éléments-là, juste peut-être un pourcentage, 186%. 186%, c'est l'augmentation entre 2016 et 2020 de ces locations courte durée. Les maires des villes de la côte ou du rétro-littoral le savent bien, qui reçoivent moult récriminations des riverains de ces locations courte durée, qui sont occupées pendant quelques jours ou quelques semaines par des personnes qui se soucient peu de la tranquillité des voisins. Face donc à ces constats, et j'en arrive à la fin de mon propos, je propose 4 pistes. Évidemment, tout ceci n'est pas exhaustif et j'oublierai bien des choses que mes collègues ajouteront. En premier lieu, nous sommes dans l'attente d'une justice fiscale. Une justice fiscale en faveur du logement permanent. Et vous aurez compris que ce que je demande, c'est qu'on priorise une politique fiscale en faveur du logement permanent au détriment du logement touristique. Vous savez qu'aujourd'hui, non seulement on gagne plus d'argent à louer à des touristes, mais qui plus est, on a droit à un certain nombre de déductions fiscales. Alors, on parlait tout à l'heure à table de la perversion d'un certain nombre de dispositifs. En voilà un qui est particulièrement important chez nous, parce qu'on le constate. C'est bien sûr pour des raisons fiscales qu'un certain nombre de propriétaires préfèrent laisser leur logement inoccupé pendant 6 mois, 7 mois, pour les 5 mois qui restent, le proposer dans ces locations. Seconde piste, pour aller vite, il ne faut pas agir que sur la production neuve, on le sait, Madame la Ministre, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons aussi l'ancien. Et sur le parc ancien privé, sans doute qu'il faudrait davantage orienter nos efforts, et en particulier sur les segments du locatif. On a tout à l'heure fait quelques visites dans la ville de Bayonne, et on a vu effectivement comment la réhabilitation d'un certain nombre de vieux immeubles pouvait permettre de sortir et de proposer sur le marché locatif un certain nombre d'appartements qu'attendent les familles. Ceci, sans doute qu'il faut y penser encore davantage, et y compris peut-être aussi et surtout aujourd'hui en milieu rural, au moment où l'urgence climatique, au moment où l'inévitable sobriété foncière, à laquelle on nous invite avec la loi récente, nous amène finalement à considérer qu'il faut peut-être aussi, même dans les villages, reconstruire la ville sur la ville ou le bourg sur le bourg. Enfin, l'élargissement de la solidarité territoriale. La loi SRU, qui est largement revisitée dans le texte de la loi 4D, largement écornée à la sortie de l'adoption par le Sénat, la loi SRU a inscrit dans le marbre les obligations de part de logement social dans les communes. Et nous considérons d'ailleurs au Pays Basque que c'est une bonne chose. Cette loi SRU a déjà 21 ans, ou presque, et ça a été un aiguillon salutaire pour assurer une meilleure répartition de l'habitat social sur nos territoires. C'est la raison pour laquelle nous pensons, et ceci vous a déjà été suggéré, je sais, Madame la Ministre, que le seuil de 3500 habitants, qui est celui qui est fixé par la loi SRU pour exiger le nombre de logements sociaux, 20% ou 25%, n'est peut-être pas, dans un certain nombre de territoires, pertinent. Car nous pouvons effectivement avoir, et c'est le cas au Pays Basque, notamment dans le rétro-littoral, un certain nombre de communes qui ont 2000 ou 2500 habitants et qui vont arriver très vite à 3000 ou 3500 habitants. Et j'en connais un certain nombre qui se sont laissés un peu prendre par cette vitesse-là. Eh bien, ça permettrait à ces communes de se préparer peut-être aussi à cet exercice-là. Après, je termine en disant que il faut reconnaître ensemble que le choc de production, qui a été souvent le mot qui a été employé par tous les gouvernements, par tous les programmes politiques en matière de logement, il faut un choc de production, il faut construire, il faut produire.
eh bien, n'est pas une réponse suffisante, nécessaire, mais pas suffisante. Pourtant, beaucoup de gouvernements y ont cru, sans doute que nous aussi. Sauf que quand on fait un petit peu le bilan de nos PLH et qu'on vérifie, c'est le cas chez nous, où notre PLH, on constate qu'on a construit beaucoup de logements, on se pose la question de savoir avant, mais à qui se sont adressés ces logements? Et on s'est trompé. On a oublié, en tout cas, on a confondu le quantitatif et le qualitatif. C'est la raison pour laquelle il nous apparaît indispensable, et je termine là-dessus, que sur ce sujet majeur qui est celui de l'équilibre social de l'habitat, qui consiste à mettre en œuvre ce qu'on considère être un droit aujourd'hui, un droit au logement, il faudra sans doute davantage réguler les choses. Sans doute limiter les effets pervers du libéralisme. J'ose le mot. Parce que ce que Adam Smith appelait la main invisible, c'est-à-dire les mécanismes du marché, dont il considérait d'ailleurs qu'ils étaient saines et que l'addition des libertés individuelles pouvait aboutir à un intérêt général, nous savons bien qu'il n'en est pas du tout ainsi. Et que si l'État n'est pas interventionniste, s'il n'y a pas un législateur qui est beaucoup plus actif là-dessus, eh bien le droit au logement ne sera pas une réalité. C'est pour ça que nous en appelons à une intervention régulatrice forte des pouvoirs publics. Nous-mêmes, les collectivités locales, nous serons présents, nous apporterons le courage politique qui est nécessaire dans la mise en œuvre de ces mécanismes, mais il y a ici des moyens législatifs que nous n'avons pas, des moyens opérationnels que nous avons pour partie, que nous n'avons pas totalement non plus, et puis des moyens financiers que l'on peut, à notre niveau, dans les communautés d'agglomération, apporter, mais qui peuvent être aussi, bien sûr, abondés par les aides de l'État qui existent déjà. Madame la ministre, tout à l'heure à Bayonne, je vous disais la satisfaction qui était la nôtre d'avoir vu combien l'État était présent dans des opérations aussi majeures pour les villes que celle de l'ANRU ou du PNRQAD. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais vous dire pour préparer un petit peu le terreau. Merci Jean-René. Je propose tout de suite, sans attendre, de passer la parole à Alain Rousset. Je viens de récupérer Xavier Bertrand qui nous écoute, donc je le salue. Et j'ai perdu de vue Jean Lassalle, qui n'a pas terminé son café, mais qui sera, me dit-il, à l'heure. Je ne sais pas à quelle vitesse il va nous rejoindre. Voilà. Donc eh bien, Alain, si tu veux bien... Je pensais que tu passais la parole à Xavier Bertrand. Non, Xavier Bertrand... Après, on aurait dit, Rousset soutient Bertrand aux élections présidentielles. T'imagines un peu ce qui pouvait se passer dans le pluralisme politique qui existe aujourd'hui. Moi, d'abord, je suis très heureux de revenir après pas mal d'années à Inciossetta. Là, je te félicite et je félicite toute l'équipe d'avoir maintenu cette manifestation totalement atypique, totalement pas décalée, mais quand même le bonheur d'être dans les montagnes basques, quoi. Même si elles sont moins hautes que mon cirque de l'Esquin, c'est quand même il y a d'aussi jolies truites. Le logement. Je commencerai, si tu le permets, par une anecdote que j'ai évoquée à Emmanuel Vargon et à Jean-René tout à l'heure. Pendant la primaire des présidentielles à droite, chez les LR, on discute avec Alain Juppé, qui était à l'époque président de l'agglomération, et je lui dis, vous devriez développer une idée sur le logement en tenant compte du fait que le logement, et cela a été démontré depuis statistiquement, est devenu le principal obstacle à l'ascenseur social, à l'égalité des chances. Enfin, l'égalité des chances, on peut... François Dubé n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, comment je peux avancer, hein, pour mon emploi, pour mes diplômes, pour mes études, pour ma santé, pour... Il avait rigolé à l'époque, et je suis très heureux d'ailleurs que des sociologues et des statisticiens aient démontré cela. C'est pour ça d'ailleurs que la région s'est saisie du problème du logement
du logement des jeunes, notamment, du logement des jeunes. J'expliquerai tout à l'heure comment. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on est dans un phénomène, je le disais tout à l'heure aussi en présence de la ministre et des amis qui étaient là, on est dans un système très paradoxal en France. On a une histoire d'alternance gauche-droite, social-démocrate, cette volonté dite de gouverner au centre. Nous sommes le pays qui mettons le plus d'argent, je crois que c'est 42 milliards, dans le logement. Et quand vous prenez les statistiques d'Emmaüs, Fondation de l'Abbé Pierre, 4 millions de Français mal logés. Et ce qu'évoque Jean-René Etchegaray tout à l'heure, je l'ai vécu en tant que maire, on le vit. Je pense que le mal, au sens véritable du terme, vient de cette fichue défiscalisation qui permet aux gens les plus friqués d'intervenir pour foutre le bordel sur le plan urbanistique à travers la promotion immobilière dans les villes. Ce qui est fait est vilain. Ce qui est fait est en plus défectueux. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez de la défiscalisation massive, comme ça s'est passé à Bordeaux d'ailleurs? Vous avez des logements qui sont inoccupés, vous avez des logements dont le niveau de loyer est très élevé, vous avez des balcons qui s'effondrent, enfin, les gens peuvent se parler d'une rue à l'autre, enfin, c'est stupide. On refait les HLM des années 60. Et pour les collectivités territoriales, c'est pour ça qu'il faut qu'elles prennent plus d'importance. Pour les collectivités territoriales, c'est 30% en plus de surcoût foncier pour les HLM. J'ai vécu ça en tant que président de la communauté urbaine de Bordeaux, à l'époque, la métropole. Je reçois les offices HLM. Muriel Boulmier pourrait l'évoquer. Qui viennent me demander de multiplier par 12 l'aide au mètre carré du logement social, par 12, parce que l'inflation foncière liée à autant d'argent qui arrive à de la cupidité, c'est la politique cupide. Et ça profite à qui? Bien entendu, cet avantage fiscal est récupéré par la promotion immobilière. Voilà. On le sait. Donc ce n'est pas un problème de quantité d'aide d'État ou des collectivités locales. C'est un problème de ciblage. On croit, à travers cette défiscalisation, aider le bâtiment. Mais comment aider le bâtiment quand on empêche les jeunes ou les moins jeunes d'accéder à leur logement, de pouvoir construire des propriétés? Regardez les statistiques. Et je pense, Madame la Ministre, cher Emmanuel, qu'on peut noter que les jeunes entrent en propriété de plus en plus tard et de plus en plus difficilement. Donc on est dans un phénomène qui marche à rebours de la vie sociale. Et en même temps, la loi, je regarde le préfet, l'adréal, la ministre, etc. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, je reçois les Gilets jaunes du Blayais. Qu'est-ce que me dit une dame? Un monsieur plutôt. Il me dit, j'habite dans un logement, je suis représentant de commerce, son propriétaire ne respecte pas la loi, il ne fait pas les travaux de protection thermique, je dépense 1 600 € de trop de dépenses de chauffage, mais personne ne fait rien. Donc il y a un problème de savoir où se positionne l'État, chacune des collectivités locales, et où on va. Ça ne doit pas être très compliqué. Je ne sais pas si ce que je dis est de gauche ou de droite. Ça doit être plutôt de gauche, de là où je viens. Mais, merci. Merci de l'applaudir. On ne sait jamais, ça peut servir. Enfin, moi, ça a déjà servi, mais voilà. Donc, on est là-dedans. Ça, c'est les premières réflexions. Je l'avais évoqué déjà, je crois, Emmanuel, à diverses reprises. Je l'ai évoqué à la tribune de l'Assemblée quand j'étais parlementaire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que l'État se rapatrie sur des compétences extrêmement précises. Et oui, on a moins à dépenser. Et oui, il faut qu'on défende les offices d'HLM.
Jean-René l'évoquait tout à l'heure, on les a un peu tabassés, on leur a piqué de l'argent, pourtant c'est aux offices d'HLM qu'on demande d'être les premières sur les opérations de réhabilitation. 70% de la population française peut y avoir droit. C'est avec les offices d'HLM qu'on fait le plus d'expérimentation sur les nouveaux matériaux. Logement bois de grande hauteur, travaux d'isolation thermique, rénovation sobre, ça s'est passé à Bordeaux, au Grand Parc, des bâtiments pour trouver à la fois un peu plus d'espace et en même temps de ne pas avoir des loyers qui explosent, baisse du coût de l'énergie. Voilà sur ces opérations extrêmement, ces appréciations extrêmement générales. La région fait quoi? D'abord, elle a pris une compétence que j'aimerais bien d'ailleurs, cher Emmanuel, exercer tranquille, avec le Crous. Non pas que l'État m'embête, voilà. Mais j'aimerais titulariser sur cette compétence, qui est celle du logement des jeunes. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce que le premier obstacle à l'avancée dans les études, à la mobilité, y compris, ça peut vous paraître surprenant, à la présence médicale en milieu rural. Savez-vous, il y a une thèse de doctorat d'État qui a été faite à la fac de médecine de Bordeaux, qui démontre que la meilleure façon de faire venir des toubibs, des jeunes toubibs en milieu rural, c'est de leur offrir un logement pendant leur stage dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Ça paraît tout bête. Moi, chaque fois que je fais une maison de santé pluridisciplinaire, je veille à ce qu'il y ait des logements pour les jeunes médecins. Les bourses, ça marche, rien ne marche. Tant qu'il n'y aura pas une obligation, rien ne marchera aussi bien que la présence de logements pour les jeunes médecins en situation de stage. Donc c'est quoi pour les jeunes? C'est d'une part la construction, bien entendu, et la réfection de tous les logements lycéens, de tous les logements d'apprentis, les logements des stagiaires, c'est des logements courts, le logement étudiant. L'attractivité de la région a fait qu'on était monté au-dessus de 10%. Maintenant, on est redescendu parce qu'il y a tellement de jeunes qui arrivent à Pau, à Bordeaux, à Nantes, à La Rochelle, etc., à Bayonne, bien entendu. Donc on va essayer de créer 1000 logements pour les jeunes étudiants par an avec le Crous. Mais moi, j'aimerais bien me prendre ça, cher Emmanuel, complètement. Là, maintenant, je passe par le Crous, je passe par les universités. Voilà, mais moi, j'aime bien être le patron, pas surtout, quoique, mais chez moi. Bien. Logement des jeunes. Deuxièmement, une chose qui a été reprise par un des gouvernements précédents, qui est une opération qu'on a appelée 1-2 toits. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une de mes collègues au Conseil régional. On a garanti, dans le logement privé, le loyer et le paiement de la caution. On a créé une forme de bourse, quoi. Garantie locative. Ouais. Et on m'avait dit, voilà, ça va être casse-gueule, tu vas voir, tu vas perdre tout l'argent que tu veux, etc. Ça a marché incroyable. Il y a très peu de réabondements. Donc maintenant, on fait l'avance du premier loyer, de telle sorte que pour les étudiants, c'est toujours le marronnier de la rentrée, on puisse débloquer pour les familles qui ont des grands logements, qui pourraient louer un local, plutôt que de les filer à Airbnb. C'est quand même un peu plus rassurant, hein, c'est le problème d'Airbnb, c'est de pouvoir louer cela. Donc, la politique du logement des jeunes, qui me semble, par rapport aux compétences de la région, on a les lycées, on intervient beaucoup sur l'université, quelque chose qui me semble essentiel. Deux autres choses qui ne sont pas anecdotiques, c'est dans le cadre de la réhabilitation des centres-bourgs, sur lequel on s'est aussi beaucoup engagé, c'est de se dire, non seulement on réhabilite la possibilité des commerces pour la revitalisation des centres-bourgs, mais on réhabilite aussi les logements qui sont au-dessus. Et c'est la formule de Jean-René, reconstruire la ville sur elle-même. Hein. Donc il y a un gros travail que l'on fait là-dessus, qui suppose, et ça c'est compliqué pour un territoire comme le Pays Basque, pas trop, mais quand vous êtes des territoires un peu plus éloignés, plus ruraux,
la préoccupation de la région, c'est de mettre au point, à travers l'établissement public foncier, à travers d'autres, de l'ingénierie. C'est extrêmement compliqué, avec la multiplicité, les indivisions, des immeubles dont on ne connaît pas le propriétaire. Il y a de gros travail à faire dans ce domaine-là, mais moi, ça me semble être quelque chose d'assez essentiel. Et donc, on va essayer de réfléchir à une ingénierie importante qui... Alors, ça existe, il y a les CAUE, il y a les agences d'urbanisme, etc., mais je pense qu'il faut que l'on travaille. Troisième et dernier point, très vite. 1, l'étalement urbain. Nous avons, vous le savez, de par la loi, élaboré un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. D'ailleurs, Laurence Roued, qui est devenue vice-présidente de la région à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, l'a piloté, où nous avons décidé de diviser par 2 dans les règles d'urbanisme l'étalement urbain. Je ne vous dis pas que ça a été facile. Jean-René témoignait de son expérience tout à l'heure, mais c'est passé. L'étalement urbain est une... Et dernier point, je croyais que je parlais moins que Jean-René, mais j'avais décidé de parler autant que la ministre. Et dernier point, l'initiative qu'on a prise depuis plus de 12 ans avec le lycée Canto du Pays Basque, d'Anglet, je crois, c'est ça Jean-René, de créer une plateforme technologique d'innovation sur les nouveaux matériaux et la nouvelle façon de construire. Parce que nous allons avoir des tas de défis. Maintien des personnes âgées à domicile, sobriété du logement, etc. etc. Voilà, j'en ai terminé. Excuse-moi d'avoir profité du plaisir d'être là. Écoute, bon, plaisir partagé. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Je vais simplifier les salutations en saluant en votre nom à tous les 2 présidents qui sont à côté de moi, donc Monsieur le Président Rousset à ma gauche, Monsieur le Président Etchegaray à ma droite, et vous dire, Madame la Présidente de l'USH en face de moi, Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus, et vous dire le plaisir aussi que j'ai d'être ici avec vous, parce que j'ai un souvenir vif de nos rencontres l'année dernière, parce que c'était le tout début de ma prise de poste, j'avais été nommée en juillet, et quelqu'un m'avait dit, il faut absolument que tu ailles à Incoseta, je vais y arriver, c'est l'endroit où il faut être. J'ai un souvenir de rencontre, j'ai un souvenir d'attente, j'ai d'ailleurs un souvenir assez pluvieux. Et ça a été le point de départ finalement, qui pour moi maintenant est un peu loin parce qu'on a vécu beaucoup de choses pendant toute cette année. D'abord, on a vécu la suite de la crise sanitaire. Et l'année dernière, je ne crois pas que nous aurions anticipé à la même date qu'aujourd'hui encore, nous serions à compter les vagues de la crise, qu'aujourd'hui encore, nous serions avec des masques, qu'aujourd'hui encore, nous ne serions pas totalement sûrs de savoir à quel moment on s'en sort. Et cette crise sanitaire, ça a été un moment important pour protéger les personnes les plus vulnérables, j'y reviendrai, mais c'est aussi un moment dans lequel on réinterroge notre modèle. Et finalement, le thème de l'année dernière, c'était un habitat plus juste, je crois, et plus éco-responsable. Le thème de cette année, c'est l'habitat comme objet politique. Et vous avez raison, je crois que la crise a vraiment montré à quel point l'habitat, le logement, est, avec le travail et la santé, l'un des 3 éléments du triptyque fondamental de la vie des Français sur lesquels les attentes se concentrent. Et les attentes ne sont plus les mêmes après la crise qu'avant. La crise a d'une certaine manière été un accélérateur, un révélateur de l'évolution de ces attentes. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye de travailler sur plusieurs pas de temps différents. Bien sûr, le pas de temps de l'urgence pour les personnes les plus fragiles, pour celles qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de toit. Alain Rousset parlait du rapport de la Fondation Abbé Pierre, j'ai vu Christophe Robert tout à l'heure. L'urgence de la relance de la construction, mais aussi la volonté de construire à moyen terme une vision. Parce que finalement, nous avons des objets, des outils politiques pour le logement. Nous avons par ailleurs des enjeux d'aménagement du territoire, nous avons ces enjeux écologiques, nous avons les questions de la qualité de vie, comment est-ce qu'on veut vivre. Et il est temps, je crois, maintenant de se demander comment est-ce qu'on veut habiter la France d'aujourd'hui, la France de demain. Donc c'est le sens d'une initiative que j'ai démarrée il y a quelques mois et dont je démarre l'accélération là aujourd'hui avec vous, pour les 6 semaines qui viennent, pour essayer de
de créer du débat, d'organiser ce débat, de le rendre visible, de le rendre politique, de le rendre public, et de pouvoir derrière en tirer quelques grandes orientations qui irrigueront l'action de ce gouvernement jusqu'aux échéances électorales et l'action politique et publique sur laquelle chacun pourra se positionner. Le premier débat que nous lançons, d'ailleurs, la semaine prochaine, il est autour de la question que vous citiez, Monsieur le Président Etchegaray, l'exode, le départ des citadins vers les régions rurales, vers les régions littorales, ce qui veut dire des résidences secondaires ou des résidences partiellement occupées. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose pour les citadins? Est-ce que c'est ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce que ça veut dire pour les régions, les villes, les territoires dans lesquels ces personnes arrivent? Comment retrouver un équilibre? Comment trouver notre équilibre de vie à toutes les échelles du territoire? Et je crois que c'est très important. Mais la politique du logement, et moi ça a été l'un de mes premiers chocs à l'arrivée, c'est d'abord, je ne sais pas si c'est d'abord, enfin c'est aussi s'intéresser aux personnes les plus en difficulté, les plus démunies, les plus faibles, et aux personnes qui n'ont pas de toit du tout. Ça fait partie du portefeuille de la politique du logement. Nous y avons beaucoup travaillé pendant les périodes de la crise et du confinement. Ça fait aussi partie de mes motifs de fierté parce que nous avons ouvert plus de places d'hébergement que jamais. Nous avons ouvert 40 000 places d'hébergement pendant cette période de crise. Nous sommes maintenant à 200 000 places ouvertes. Et surtout, nous passons à l'offensive sur la transformation de ces places vers des structures d'hébergement de meilleure qualité. Et nous passons à l'offensive dans cette politique qui s'appelle le logement d'abord. Je crois fondamentalement à cette politique. Elle a été lancée en 2017. Elle concerne tous les acteurs du logement. Parce que nous ne pouvons pas cloisonner entre la mise à l'abri et l'accueil des personnes les plus en difficulté et l'accès au logement de tous. Et l'une des difficultés, l'un des risques que nous avons, c'est d'opposer les Français les uns aux autres. Opposer ceux qui sont les plus en difficulté, qui n'ont pas de toit, avec ceux qui ont un toit mais ont des difficultés à se loger. Opposer les locataires entre eux, opposer les locataires et les propriétaires, opposer finalement les gens des villes et les gens des territoires ruraux. La politique du logement, la politique de l'aménagement du territoire, la politique de l'habitat, la politique de l'urbanisme, sa grande difficulté, son honneur, c'est d'essayer de trouver une solution pour tous à travers un panel d'outils. Et donc le logement d'abord, c'est simplement dire les personnes les plus en difficulté, celles qui n'ont pas de toit, la solution que nous devons leur apporter, ça n'est pas seulement la mise à l'abri, c'est l'accès à un véritable logement. Et donc ce logement d'abord, en fait, c'est à la fois une volonté pour les personnes les plus à la marge de nos sociétés, mais finalement, c'est aussi le sens général d'une politique du logement, le logement d'abord pour tous, pour les personnes en difficulté comme pour les classes moyennes. Alors bien sûr, et sur ce sujet, évidemment que je rejoins le président Rousset, mais ça a été dit aussi par le président Etchegaray, et je pense qu'on sera tous d'accord ici, le logement social, c'est un des piliers essentiels de notre politique du logement. Nous avons besoin du logement social. Le logement social est une bonne réponse. Le logement social est aussi un logement de qualité. Ça a été beaucoup dit, je voudrais le rappeler. Le logement social, c'est souvent un logement pionnier dans sa capacité à innover, à trouver des solutions intéressantes pour loger les uns et les autres. Et donc, nous avons besoin de plus de logement social. Depuis un an, je m'attache à nouer un dialogue de proximité avec le monde du logement social, avec l'USH et sa présidente et avec toutes les fédérations, retrouver une équation économique et un modèle qui permettent à ce logement social de se développer. Et nous avons des enjeux devant nous, puisque nous savons que le modèle économique du logement social reste à revoir, à parachever, à finaliser, à reconstruire pour les années qui dépassent 2022. Mais en attendant, nous avons ensemble accepter ce défi de 250 000 agréments de logement social en 2 ans. Vous en prenez votre part, Monsieur le Président, puisque vous me disiez tout à l'heure que vous aviez prévu 1200 logements sociaux par an dans votre PLH, et on en a besoin. France entière, comme vous le savez, nous avons agréé l'année dernière un petit peu plus de 80 000, 87 000 exactement logements sociaux. Donc 87 000 multiplié par 2, ça ne fait pas 250 000. Donc pour en faire 250 000 en 2 ans, ça veut vraiment dire passer une marche importante. C'est possible si nous sommes tous mobilisés, et nous le sommes. Je voudrais saluer Action Logement, je voudrais saluer les grands partenaires du logement social, tous les acteurs, toutes les fédérations, la Caisse des dépôts.
Nous suivons les agréments comme le lait sur le feu. Évidemment, pour l'instant, c'est très tôt, puisque vous le savez que les agréments de logements sociaux, c'est un produit saisonnier et que malgré tous nos efforts d'ouverture anticipée, pour l'instant, nous sommes encore à un tout petit nombre d'agréments, un peu au-dessus de l'année 2020, ce qui n'est pas difficile, un peu au-dessus de l'année 2019, ce qui est déjà plus encourageant. Mais nous avons tout le chemin à faire entre les un peu plus de 10 000, 12 000 logements sociaux agréés pour cette année maintenant et les 120 000 qui sont l'objectif que nous nous fixons. Nous le faisons pour nos concitoyens. Pour nos concitoyens qui en ont besoin, pour nos concitoyens qui sont sur les listes d'attente, pour nos concitoyens qui, sans être sur les listes d'attente parce qu'ils sont même loin de ce système, aspirent à avoir un toit pour tous. Le logement social doit être défendu. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'ai très fortement défendu le fait de revenir législativement sur la loi SRU pour la prolonger, pour la rendre pérenne et pour l'adapter. Le dialogue que j'ai eu avec les maires du Pays Basque était de ce point de vue-là extrêmement éclairant et je vous en remercie, Monsieur le Président. Je remercie tous les maires qui ont participé. Je discutais avec eux au début de cette semaine. Aucun d'entre eux n'a remis en cause la loi SRU. Finalement, l'expérience que j'ai, des discussions que j'ai avec des maires, et j'en vois un certain nombre, et je discute avec beaucoup d'entre eux, la quasi-totalité des maires soutiennent la démarche de la loi SRU. Beaucoup nous disent c'est trop difficile, c'est trop compliqué, les objectifs sont inatteignables. Et donc tout l'enjeu, toute la difficulté, toute la ligne de crête, c'est de garder une ambition, et donc de garder cet objectif de 25% de logements sociaux dans les zones tendues, répartis entre toutes les communes, ce qui permet que chacun prenne sa part de l'effort, ce qui permet aussi de concourir à la mixité sociale, et puis de trouver dans cette trajectoire les adaptations, les souplesses, la contractualisation locale qui permettent de faire en sorte que ce soit possible, et que nous ne soyons plus dans un système dans lequel les maires de bonne foi me disent « mais en fait c'est kafkaïen votre truc, on n'y arrivera jamais ». C'est, je crois, l'équilibre que nous avons trouvé dans le projet de loi 4D tel qu'il a été soumis au Sénat. Alors, les discussions au Sénat ont été longues et approfondies. Il y a des points d'accord, et moi je retiens que le Sénat a prolongé la loi SRU, l'a rendue permanente, a posé cette obligation durable de 25% de logements sociaux. Après, nous n'avons pas du tout été d'accord sur tout au Sénat. La discussion parlementaire aura lieu à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'année et j'espère que nous arriverons à un texte équilibré qui prévoit des périodes de rattrapage par triennale, qui prévoit aussi une meilleure contractualisation à travers les contrats de mixité sociale et qui trouve le point d'équilibre entre la responsabilité du maire, l'élu qui signe les permis de construire et qui en prend la responsabilité, et le rôle de l'intercommunalité dans sa capacité à mutualiser, à porter et à devenir un partenaire. Derrière le logement social, il y a en fait la question du reste du parc du logement et de comment garder un logement abordable. Vous avez beaucoup parlé les uns les autres des risques que font peser sur les Français, donc sur le pays, l'augmentation inéluctable des prix du logement et des prix du foncier. Et c'est vrai, cher Alain, vous avez raison, tu as raison qu'il y a un paradoxe entre l'argent important qu'on investit, tous collectivement dans la politique du logement, et le fait que cet argent ne permet pas de réussir à avoir un stock quantitatif et qualitatif suffisamment important de logements pour tous. Je crois qu'effectivement, nous n'échapperons pas à moyen terme à une réflexion fiscale d'ampleur. Ça n'était pas le moment dans la période récente. Moi, j'assume totalement d'avoir proposé et obtenu la prolongation des dispositifs fiscaux actuels. Je pense par exemple au Pinel, dont nous avions absolument besoin pour soutenir le secteur et pour lui donner de la visibilité et de la prévisibilité. Mais comme vous le savez, à compter de 2023 et 2024, ces avantages vont baisser. Ça a été voté tel quel dans la loi de finances, sauf pour les logements pour lesquels un référentiel qualité et des critères qualité seront mis en place. Je reviendrai sur ce sujet de la qualité parce que je crois qu'en fait, il est central dans notre capacité à faire accepter aussi des modes de logement qui répondent aux enjeux sociaux et qui répondent aux enjeux écologiques. Mais en parallèle de l'aide à la construction neuve dont nous avons besoin, à la fois pour le secteur du logement social, pour le secteur du logement privé et pour le secteur du logement libre, nous avons aussi besoin de mieux mobiliser le parc existant. Nous avons des dispositifs intéressants qui s'appellent louer abordable, qui permettent de conventionner pour un propriétaire privé qui est déjà propriétaire d'un logement, lui permettent d'avoir un avantage si ce propriétaire met ce logement en location pour des familles dont les revenus sont plafonnés et à des loyers qui sont plafonnés. Ces dispositifs sont d'ailleurs ceux qui nous aident pour le logement d'abord,
notamment quand on est en intermédiation locative avec des associations qui font la jonction entre le propriétaire et des ménages modestes ou des ménages en difficulté. Je crois qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Finalement, aller beaucoup plus loin dans l'unification d'un soutien financier d'un côté, que ce soit du neuf ou de l'existant, quel que soit le statut du propriétaire, avec une contrepartie très forte en matière de niveau de loyer et de niveau de revenu. Et si l'on faisait ça, on serait capable de mieux cibler nos moyens financiers vers des logements dont nous sommes sûrs que nous ne contribuons pas à l'inflation. Le BRS, les offices fonciers solidaires, le démembrement de propriété avec le bail réel solidaire est aussi un outil important, qui est un nouvel outil d'accession sociale à la propriété en complément des outils actuels. Moi, j'y crois beaucoup. Le Pays Basque est très en avance là-dessus. Je discutais avec le COL, son directeur général est là. Je suis allée visiter une opération à Espelette tout à l'heure. C'est le premier opérateur. Je rends à César. Je crois que nous étions à quelques centaines de logements il y a peu de temps. Nous sommes maintenant à quelques milliers. Nous pourrions être à 20 000 logements en BRS d'ici 2 ou 3 ans. Je crois que c'est aussi un outil extrêmement important. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas se désintéresser de l'effort de la construction. Parce que malgré tout, en économie, on apprend que quand la demande excède l'offre, c'est probablement qu'il faut que l'offre augmente. Et je vous rejoins quand vous dites que le quantitatif est important, mais pas n'importe quel quantitatif. Alors si on regarde le quantitatif, nous avons eu un trou important de construction l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de relancer cette construction le plus vite possible. Et finalement, grâce à la reprise économique, grâce aux efforts des entreprises, que je salue aussi, nous sommes finalement à un moment où la tendance repart doucement, quantitativement, globalement, macroéconomiquement. Les derniers chiffres dont je dispose, c'est 433 000 permis de construire sur les 12 derniers mois glissants de juillet 2020 à juillet 2021. Tout le monde a en tête le totem des 500 000 logements à construire chaque année. Ça pose la question de savoir quels logements, quels 500 000 et où on les met. Mais en tout cas, en macro, 433 000, ça n'est pas le pic, mais c'est plus que le point bas auquel nous étions arrivés il y a quelques mois. Et c'est la preuve que l'effort de construction redémarre. Nous avons aussi vécu l'alternance politique suite aux élections municipales, avec un process des élections municipales qui a été plus long, et donc des exécutifs municipaux qui ont mis du temps à se réinstaller. Mais nous sommes sur une tendance qui est relativement rassurante si on regarde la totalité des chiffres. En revanche, nous continuons à avoir un problème, et j'en ai souvent parlé avec les maires des grandes villes, et je vois le maire de Bordeaux avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet. Nous sommes en retard sur la construction d'immeubles collectifs en zone tendue. Là, nous n'avons pas rattrapé notre retard. Les zones tendues, comme leur nom l'indique, c'est l'endroit où il y a besoin de logement. Ce sont les zones où le déséquilibre entre la demande et l'offre est trop fort, où les temps d'attente dans les logements sociaux sont trop importants, les zones dans lesquelles on en voit toujours plus loin en périphérie les ménages qui n'arrivent pas à se loger. Et le logement collectif de demain, le logement collectif de bonne qualité, le logement collectif, c'est quand même une bonne réponse à la fois à nos besoins de logement et aux enjeux écologiques, dans la mesure où l'étalement urbain et la réponse avec des lotissements toujours plus loin du centre-ville, toujours en plus grande périphérie, ne peut pas être la seule réponse à la politique du logement. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a choisi de confier à François Rebsamen une réflexion avec une commission qui l'anime sur la reprise de la construction, notamment en zone tendue, en essayant de trouver les outils en particulier vis-à-vis des élus locaux, pour que l'équation économique rende cette construction possible, et aussi pour réhabiliter l'acte de construire et pour redonner envie d'habiter en collectif et d'habiter en ville. Et ça pose la question de quel habitat. Je crois qu'on a tendance à caricaturer, ou il faut sortir de la caricature plus précisément, entre l'alternative, c'est soit la maison individuelle dont on peut faire le tour à pied dans un lotissement qui va nécessiter encore aujourd'hui d'avoir 2 voitures, ne serait-ce que pour aller faire ses courses, et l'immeuble de centre-ville, mal construit, mal imaginé, dont les surfaces sont trop petites et qui est en fait difficile à vivre.
Et moi, je veux sortir de cette équation, de cette contradiction. La réponse n'est ni l'un ni l'autre. La réponse, elle est dans toutes les formes de logement, dans une gradation entre les deux. Sur le collectif, c'est la raison pour laquelle j'ai confié à François Leclerc, que j'ai aperçu, et à Laurent Girometti, un travail sur un référentiel sur la qualité intrinsèque, la qualité d'usage du logement. On a beaucoup parlé des enjeux écologiques, de l'éco-construction, bien sûr de la réglementation RE 2020 qui arrive et qui va nous faire passer un cap extrêmement important dans la qualité écologique de la construction. Nous devons parler de la qualité d'usage. La qualité d'usage, c'est est-ce que c'est bien raisonnable que les 3 pièces qui avant faisaient 75 mètres carrés, puis 65 mètres carrés, puis 60 mètres carrés, finissent à 45 mètres carrés? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un 3 pièces dans 45 ou 50 mètres carrés? La qualité d'usage, c'est est-ce qu'un logement traversant, c'est un bonus ou est-ce que finalement c'est indispensable, ne serait-ce que pour la chaleur d'été? La qualité d'usage, c'est la modularité. Quand on a 2 chambres ou plus, est-ce raisonnable de dire qu'on ne pourra jamais cloisonner la cuisine, alors qu'à un moment, on en aura peut-être besoin? Et puis la modularité d'usage, c'est aussi bien sûr la question du télétravail qui va se poser plus. Je crois qu'il faut que nous nous réapproprions cette question de la qualité du logement. Ce référentiel, pour l'instant, a vocation à être indicatif. Ça sera la base du maintien du dispositif Pinel à taux plein, au-delà de fin 2022 sur les années 2023 et 2024. Après, ce sera ce que nous en ferons les uns les autres collectivement, comment nous en emparerons, comment la maîtrise d'ouvrage public s'en emparera, comment les collectivités s'en empareront, comment les promoteurs s'en empareront. Mais en tout cas, si nous voulons reconvaincre nos concitoyens que nous pouvons habiter dans d'autres formes que le lotissement et la maison individuelle, qui peuvent être une réponse, mais qui ne peuvent pas être la seule réponse, alors cette qualité d'usage est indispensable. C'est pour ça que la question de où et comment habiter, où et comment travailler, comment est-ce qu'on envisage le télétravail. Moi, typiquement, je pense que le télétravail, qui, bien sûr, continuera à se développer, doit être en partie en bas de chez soi et pas chez soi, et que ça fait à peu près toute la différence. En bas de chez soi, ça veut dire être en capacité d'aller en proximité vers des lieux qui sont faits pour travailler, en télétravail, et donc ne pas forcément avoir un temps de trajet très long entre l'endroit où on habite et l'endroit où on travaille à titre principal, mais se retrouver dans d'autres collectifs de travail de proximité, ce qui nécessite d'autres services. Et pour avoir de nouveaux services, ça nécessite, bien sûr ce sont les tiers-lieux exactement, et d'ailleurs on les multiplie, ça nécessite d'avancer. Peut-être un mot pour finir sur l'aspect écologique, parce que finalement, cette politique du logement, elle a l'immense avantage d'être à la frontière d'enjeux économiques très importants. En général, c'est le moment où je dis que le secteur du bâtiment, c'est quand même 12% de l'emploi en France, c'est un des secteurs les plus importants. C'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, et c'est évidemment un enjeu écologique majeur. Le bâtiment, c'est 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre, et au-delà des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi une des causes de l'artificialisation et donc de la perte de biodiversité. Là, nous avons beaucoup avancé avec MaPrimeRénov', dont je suis fière, parce que nous avons, à travers cet outil, trouvé les moyens d'inciter les Français à faire des travaux et à améliorer leur qualité de vie. Et finalement, la crise du Covid, ça a aussi été le moment où les Français se sont retrouvés plus chez eux et où ils ont eu plus besoin, plus envie d'améliorer leur cadre de vie. Nous ne l'avons pas fait tout seul. D'abord, nous l'avons fait en partenariat étroit avec les collectivités, les régions, dans un cadre contractuel, ce que nous déclinons région par région, qui a été un peu laborieux au début, je vois Alain sourire, mais on y arrive, et on y arrive plutôt pas mal, dans un partenariat avec les régions qui cofinancent les guichets et avec les intercommunalités qui sont celles qui portent en réalité les guichets d'accueil et d'information. La loi climat va nous permettre d'aller un cran plus loin dans l'accompagnement, et puis elle nous permet d'aller un cran plus loin dans les obligations, puisque nous avons décidé d'interdire à la location les passoires thermiques dès 2025 pour les pires et à partir de 2028 pour les autres. Donc cette rénovation énergétique, c'est un moteur puissant à l'amélioration de la qualité de l'habitat. Et puis la lutte contre l'artificialisation, elle rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas le prendre comme une contrainte, mais le prendre comme un aiguillon pour inventer des modes de vie nouveaux. Donc en fait, le logement, ça n'est pas une politique toute seule. Le logement, c'est le cœur de la politique de la vie quotidienne, c'est le cœur de l'amélioration de la vie des Français. Il est soumis à de très nombreuses contraintes.
économiques, sociales, écologiques. À nous de dépasser ces contraintes, à nous de les transcender, à nous de faire de ces contraintes l'invention d'un nouveau modèle. Le nous est collectif, et je finirai là-dessus. Sur cette politique, nous, pouvoir public, nous avons un rôle extrêmement important. Moi, je partage ce que disait mon voisin. Moi, je ne crois pas à la main invisible du marché pour que, par miracle, l'équilibre naturel du marché du logement se fasse pour la totalité de nos concitoyens. Il y a des Français qui n'ont pas besoin de politique publique du logement pour se loger, et c'est très bien, mais ça n'est pas vrai de la totalité de nos concitoyens. Donc le rôle des pouvoirs publics est indispensable. C'est vraiment un plaidoyer pour que le politique s'occupe du logement. Quelle politique ? Alors là, je crois que mon voisin de gauche ne sera momentanément pas d'accord avec moi parce que je connais son point de vue sur le sujet. Je pense que c'est une compétence partagée. Je dis ça parce qu'en général, Alain dit « moi, j'aime pas les compétences partagées, je préfère savoir qui fait quoi ». C'est difficile parce que le fiscal, c'est un cadre État. L'appui au modèle du logement social, c'est un cadre qui est déjà en partie État et en partie collectivité. Mais après, les opérations foncières sont des opérations locales et le partenariat local est indispensable. Vous trouverez peut-être que j'ai un fond de naïveté, mais moi je crois au partenariat entre État et collectivité. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples dans lesquels on arrive à faire de belles choses ensemble, à commencer par des rénovations du centre-ville de Bayonne, et il y en a un certain nombre d'autres. Donc, pour moi, cette politique, nous devons avoir une volonté claire. L'État doit fixer un cadre, fixer les moyens nationaux qui sont alloués, trouver les marges de manœuvre pour que les collectivités s'engagent, et à partir de là, dérouler pour que chacun puisse bien vivre en France, dans la France d'aujourd'hui, dans la France de demain. Je vous remercie.